Bien, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir pour conclure cette belle après-midi de débat, d'expertise et d'éclairage. Les conclusions qu'Axel Kahn nous fait la grande joie de conduire. Et cela dans un contexte concurrentiel, vous le savez, très relevé, avec la confrontation ce soir entre l'Olympique Lyonnais et le Barça. Axel, faut-il rappeler qu'il est, je ne crois pas, mais tout de même. Et pour comprendre la nature de son intervention ce soir, il est utile de préciser qu'il est ou a été médecin, généticien, chercheur, enseignant, directeur de l'Institut Cochin, président de l'Université Paris-Descartes, conseiller d'entreprise et même candidat aux législatives. Il est auteur d'une grande somme d'ouvrages, la plupart au carrefour de la science et de la philosophie. Il est une référence scientifique de nombreuses organisations et il est notamment président de la Fondation internationale de handicap, du comité d'éthique de la Ligue du cancer, du comité d'éthique commun à l'INRA, au CIRAD et à l'IFROMER. Bref, un très large éventail de responsabilités et d'engagement qui d'une part a pavé le corpus de notre dialogue, l'éthique dans tous ses états, publié chez l'Aube et qu'on a la joie de vous offrir, d'autre part assure à son intervention ce soir une légitimité toute singulière. En effet, cher Axel, votre action est tout entière dans l'exigence d'être, dans la compréhension de la raison d'être et dans l'accomplissement de son corollaire, la raison de faire. Et cela par le truchement de la complexité, chère à Edgar Morin, d'une exploration de thèmes très diverses, abordés de manière décloisonnée et holistique. Votre approche de l'éthique dans la santé est donc lumineuse parce qu'elle résulte de l'investigation, puis de la mise en perspective de sujets éthiques d'une grande variété. C'est ce que nous allons aborder dès maintenant, et cela en 3 actes. D'abord, un dialogue introductif entre nous autour d'une dizaine de questions, puis votre examen d'une question centrale, jusqu'où peut-on aller au nom de la vie? Enfin, si nous en avons le temps, avant que ne démarre la rencontre entre le Barça et l'OL, quelques questions prises dans la salle. Alors, première question, cher Axel, on a donc consacré toute cet après-midi aux enjeux de la santé, qu'il s'agisse d'innovation, de modèles économiques, de recherche, de prévention, de financement, d'avancées scientifiques et technologiques, invariablement à planer sur les débats, l'objet de cette séance, l'éthique. Avant d'aller plus loin, il est peut-être utile de partager une définition, ou au moins votre définition de l'éthique. Elle est, dites-vous, une interrogation sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. Elle est un cheminement vers la vie bonne et les valeurs qui la fondent. Alors Axel, dites-nous en quelques mots ce qu'est la vie bonne à vos yeux. Dans le contexte des soins, de la recherche biomédicale, on peut la définir de la manière suivante. Bien entendu, un médecin va essayer de guérir son malade, un industriel, un chercheur, va essayer de comprendre les mécanismes d'une maladie, de mettre au point un nouveau médicament, un industriel d'assurer un succès, notamment économique, à ce médicament. Le chercheur a également parfois des désirs, des impulsions. Il y a une voie qui le tente, il veut s'y engager. Mais derrière, il y a une insatisfaction si l'on n'est pas capable en même temps de répondre à la question: est-ce que ce chemin que je vais parcourir est celui qu'il me faut parcourir? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-il correct? Est-ce bien que je le parcours? Si je me convoque au tribunal de ma conscience pour avoir fait ce choix, alors quel sera mon verdict? Eh bien, cette interrogation sur le 3e niveau de la motivation de l'action, c'est le niveau de l'éthique. Alors, dans notre dialogue, dans notre livre, nous passons en revue un large éventail de sujets qui questionnent l'éthique, qui mettent l'éthique en tension. Le capitalisme, libéralisme, démocratie, politique, création artistique, entreprise, écologie, même spiritualité. Qu'est-ce qui fait commun à l'éthique que nous sommes tous ici susceptibles de vouloir accomplir dans ces différents domaines? J'ai déjà, dans ma réponse à votre première question, répondu un peu à cette seconde. Dans tous ces domaines, celui du métier des armes, celui du travail d'un artiste,
celui du défenseur de l'environnement, celui de l'agriculteur, on voit très bien que, bien entendu, il va agir en fonction de l'intérêt professionnel, de l'intérêt personnel, du désir, de l'envie, etc., etc., mais qu'il a également la responsabilité pour lui-même, des fois pour les autres, d'indiquer en dehors de cela, au nom de quoi il a décidé de prendre cette décision. Le problème de l'éthique, il faut bien le voir, est un problème qui fait partie de la vie quotidienne. Lorsque nous prenons une décision, implicitement ou explicitement, il y a toujours, au premier plan ou de manière sous-jacente, une interrogation éthique. Est-ce bien ce qu'il me faut faire? Est-ce bien ce qu'il est correct de faire? Ce qu'on appelle la vie bonne, c'est ça. C'est ce qui correspond le plus à l'action correcte. Dans le domaine de la médecine, dans tous les domaines qui intéressent les femmes et les hommes, cela est souvent conjoint avec la question du respect des droits de l'homme, en réalité. Alors, il y a un sujet en particulier que vous avez travaillé, qui est passionnant parce qu'il est rarement étudié. C'est l'éthique du soldat, l'éthique de la guerre. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, et notamment parce que ce sujet met en lumière un principe fondateur de l'éthique qui vous est très cher, c'est le principe de réciprocité. Lorsque l'on s'interroge sur ce qu'il convient de faire, associé à l'exigence de pouvoir spécifier en raison les raisons de son choix, il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait un fondement à cette spécification des raisons du choix. Ou alors il n'y a plus de dialogue éthique dans une société plurielle et a fortiori il n'y a plus de dialogue international. La totalité de ma réflexion philosophique, de philosophie morale, depuis extrêmement longtemps, fait de la réciprocité l'élément essentiel de la pensée morale. Chacun d'entre nous n'est un être en pleine possession de ses moyens intellectuels que parce qu'il a été humanisé dans le contexte de ces échanges au sein d'une communauté humaine. On sait très bien que les enfants sauvages privés de ces échanges souffrent d'un retard mental extrêmement grave et irréversible. Et donc, si les humains se sont humanisés les uns les autres, ils ont la capacité de penser leur profonde réciprocité. Si grâce à l'autre, je me reconnais des droits, je revendique une reconnaissance, alors je suis amené à considérer que l'autre est justifié à se revendiquer des droits, à demander une reconnaissance de même ordre. S'il n'y avait pas cette capacité, il n'y aurait tout simplement pas d'émergence de l'humanité. Et donc c'est véritablement un principe qui fonde un principe moral universel, et d'ailleurs je peux démontrer dans le livre, je le fais, qu'il y a 5000 ans, dans un contexte culturel extrêmement différent du nôtre, ces mêmes questions se posaient. Et ce qui semblait moral ou immoral il y a 5000 ans, nous semble aujourd'hui moral ou immoral. Il y a vraiment une base immatérielle à cette pensée morale. Eh bien, pour le soldat, évidemment, les choses sont très compliquées, et c'est pour ça que c'est passionnant. Quand vous étudiez une question, c'est aux marges de son domaine de plausibilité, de son domaine de possibilité, que cette étude est la plus intéressante. Un chercheur modifie les équilibres, il fait une expérience pour se mettre aux limites. L'équilibre ne dit rien, pour se mettre au niveau du déséquilibre. Le soldat, il a comme mission, collectivement ou individuellement, de neutraliser, de détruire l'ennemi. Le soldat, il fait ça, il fait autre chose. Enfin, fondamentalement, au centre de la mission du soldat, il y a la neutralisation et la destruction de l'ennemi. Éventuellement, tuer. Et évidemment, comme les bases de la réciprocité, c'est l'autonomie, la bienveillance, la non-malveillance et la justice, c'est extrêmement malveillant de tuer son prochain. Ça n'est pas bienveillant du tout. Et ça n'est pas tellement respecter son autonomie, vu qu'il est mort, il n'est plus bien autonome. Et donc, bien évidemment, la question qui se pose, est-il possible de parler de
démarche de tension éthique lorsqu'on a un tel métier? Bien oui. Et en réalité, depuis extrêmement longtemps, les militaires, conscients de cela, les soldats, conscients de cela, se posent des questions de cet ordre. Et ils ont jusqu'à présent rétabli la possibilité d'une pensée éthique, justement en rétablissant une condition de réciprocité. Certes, je vais tâcher de neutraliser et de détruire l'ennemi, mais je m'expose. L'ennemi peut me neutraliser et peut me tuer. Et donc, il y a de ce fait, entre nous, le rétablissement de cette possibilité de réciprocité. Et c'est à la base de l'esprit de chevalerie, chevaleresque, de la loyauté. L'autre, il doit être, il est mon ennemi. Nous avons évidemment une fonction et une obligation, c'est de nous combattre l'un l'autre. Mais on va le faire dans ces conditions-là, et toutes les lois de la guerre, les conventions de Genève, sont fondées sur le rétablissement d'une condition de réciprocité dans le métier des hommes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais naturellement, le caractère de plus en plus déséquilibré de la guerre, les armes de plus en plus autonomes, remettent totalement en cause ce rétablissement, cette existence de la réciprocité dans le combat entre les adversaires. Le pilote de drone qui, dans l'Iowa, pilote un drone qui va envoyer un missile pour détruire l'ennemi à 7000 km de là, il est lui totalement invulnérable. Et l'on peut dire que dans ce combat-là, il n'y a aucune condition de réciprocité. Et l'affaire est tellement grave et tellement importante que c'est l'un des stimulants fondamentaux au développement du terrorisme. C'est que l'adversaire qui est menacé d'être détruit, sachant que son ennemi qui va le détruire, qui cherche à le détruire, est invulnérable, va chercher la vulnérabilité de ce qui a du prix pour lui. Ses coreligionnaires, ses proches, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un extraordinaire élément de stimulation du terrorisme. Et donc aujourd'hui, ceux qui pensent le plus profondément dans les armées savent qu'ils sont face à un défi extraordinaire. Est-ce qu'il sera encore possible demain, et dans quelles conditions, de poser la question éthique dans ce métier que l'on peut regretter qu'il existe, mais dont on reconnaît la nécessité, qui est le métier des armes? Alors cet exemple est très intéressant. Il convoque un mot qui était au cœur de la journée également, qui met sur le mot progrès. L'éthique est appelée à faire lien, à faire cohérence entre le progrès scientifique et le progrès humain. Aujourd'hui, plus qu'hier et peut-être moins que demain, peut-on dire que la quête éthique est particulièrement en tension? Elle l'est, elle a toujours été, elle l'est particulièrement parce que le progrès est plus actif qu'il ne l'a jamais été. Je vous rappelle, ça c'est extrêmement important, qu'il y a deux manières d'écrire le progrès. Il y a les progrès particuliers. Je suis chef d'entreprise, j'engrange des bénéfices. Les bénéfices sont en progrès. Je suis scientifique, je trouve une nouvelle technique, je sais désormais faire ce qu'auparavant je ne savais pas faire, je suis en progrès. Cela étant dit, l'engrangement des bénéfices n'est pas forcément un progrès pour l'homme. De la même manière, tel pouvoir conquis par l'homme, pensons au domaine militaire dont je viens de parler, n'est pas forcément non plus un progrès pour l'homme. Le progrès avec un grand P, c'est le mécanisme par lequel, c'est la confluence, la convergence de tous les progrès. Le progrès des sciences, le progrès de la connaissance, le progrès des techniques, le progrès de l'économie, le progrès de la sagesse, qui assure des conditions améliorées, sinon optimales, du progrès humain. Le progressisme, c'est l'illusion que le progrès économique et scientifique est à lui seul, sans investissement de la volonté humaine, garantit le progrès humain. On sait qu'il n'en est rien. On sait aujourd'hui que, bien sûr, et les exemples en sont nombreux, bien sûr,
le progrès scientifique, technique et économique, ces progrès-là peuvent être éléments de progrès humain, à une condition, c'est que l'on désire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, il faut y réintroduire totalement la dimension de la finalité. Mais réintroduire la dimension de la finalité de telle sorte qu'il y ait un progrès humain. Eh bien, c'est réintroduire tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, au cœur de la réciprocité. Bien évidemment, ce progrès humain, pour quelle raison est-il bon de le souhaiter? C'est que je le souhaite pour ce qui me concerne. Alors, il y a un domaine qui bien sûr participe de manière substantielle au progrès scientifique, au progrès technologique, qui bouleverse notre existence, déjà aujourd'hui, ce n'est rien comparé aux révolutions qui les préparent, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Vous insistez sur un point clé, c'est que l'un des buts poursuivis par l'éthique est de limiter et de juguler les inégalités. Avec l'IA, n'est-on pas devant un champ des possibles considérable en matière de nouvelles inégalités? Oui, c'est d'ailleurs, je crois, l'élément fondamental de la discussion philosophique à propos des desseins du transhumanisme. On va parler du transhumanisme. Le transhumanisme peut utiliser, et d'ailleurs dans l'esprit des concepteurs, il utilise aussi bien les méthodes biologiques que les sciences cognitives et que le numérique, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les pères du transhumanisme viennent de la reconnaissance du pouvoir de ce que l'on appelait les NPIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Ce sont des techniques qui toutes sont très avancées, notamment dans le domaine de la biologie. Pensons aux deux petites filles chinoises, Lulu et Nana, qui ont été créées pour leur conférer des qualités nouvelles, la résistance à des maladies et peut-être une capacité intellectuelle véritablement améliorée. On n'a pas un vaccin pour transformer comme ça l'humanité, donc il faut le faire embryon par embryon. Or, on sait très bien que toute la civilisation, toute l'histoire en est pleine. Lorsque les personnes se mettent à posséder un pouvoir en réalité, en augmentant leur longévité, en augmentant leurs capacités intellectuelles et donc l'efficience de leurs entreprises. Lorsqu'un pouvoir a la capacité d'augmenter son pouvoir, il n'utilise pas ce pouvoir pour augmenter le pouvoir des autres, mais le sien, naturellement. Et la création de quelques lignages, donc les lignages d'eux-mêmes, de leurs semblables, ayant des propriétés tout à fait améliorées, quoi qu'on en pense quant à la véracité, au caractère illusoire, en partie mythique, mais pas totalement, pose une question absolument fondamentale qui est de renversement total du paradigme sur les bases duquel la crédibilité, la recevabilité des sciences et des techniques peut être défendue en toutes circonstances. Quand le médecin transforme un malade en personne bien portante, c'est très désavantageux d'être malade par rapport à un bien portant. Et donc le médecin, il lutte contre une inégalité de nature. La nature a créé une inégalité. Il la combat. Vous avez rappelé que je suis très investi dans le domaine des personnes handicapées. Lorsque, grâce aux efforts de tous les chercheurs, par les appareillages, par toutes les méthodes que vous voulez, on arrive à transformer une personne handicapée en une personne, en une citoyenne et un citoyen, ayant les mêmes capacités dans la société qu'une personne valide. Là encore, puissamment, on lutte contre les inégalités de nature. Et plus généralement, quand grâce aux véhicules, grâce aux outils de portage, grâce à l'électroménager, grâce à tout ce que vous voulez, une personne, garçon ou fille, homme ou femme, frêle et chétive, a les mêmes possibilités dans la vie désormais que le gros balèze, qui n'était pas du tout le cas il y a 150 ans. La science et la technique ont lutté pour amenuiser les inégalités de nature. Avec la création de lignages améliorés par l'utilisation de l'intelligence artificielle et la biologie, le mix des deux, le premier dessein, c'est de créer de nouvelles inégalités.
c'est de nouveau de créer une nouvelle aristocratie. Quoi qu'on en pense par ailleurs, cette inversion totale du paradigme mérite d'être considérée et mérite d'être discutée. Et donc c'est ce que je fais. Alors le transhumanisme, l'intelligence artificielle nous ramène aussi au champ de l'économie. Google, c'est le Big Brother du XXIe siècle, dites-vous. En d'autres termes, la puissance économique et financière, la force de frappe en matière de recherche, de marketing et de data, des fameux GAFAM, auxquels d'ailleurs il faut ajouter leur pendant chinois, dessine un rapport de force qui est inédit et qui par ailleurs disqualifie la force publique. Le combat éthique est-il selon vous perdu dans ce domaine? Il est à la fois perdu et à la fois indispensable. J'étais récemment avec Benoît Guillot, un collègue, l'un des pères du deep learning, c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle. Avant le deep learning, l'intelligence artificielle, elle est bête. C'est du big data, c'est de la connexion, c'est de la rapidité opérationnelle, mais l'intelligence artificielle commence à devenir intelligente dans les années 2010, 2008-2009, c'est-à-dire avec le deep learning. Et bien Benoît Guillot est l'un des pères vraiment de cela. Et donc il est très conscient de tous les problèmes qui se posent, et il pose la question de la finalité de l'investissement des géants du domaine, en particulier Google, mais c'est vrai également de Facebook et des autres GAFA. Je lui dis, et il le reconnaît, très bien qu'il pose. Il y a la Charte de Montréal, tu fais signer la Charte de Montréal, c'est formidable. Mais comment tu le fais respecter? Tes moyens d'action vis-à-vis de Google, c'est Fort Knox, Google. Le plus grand possesseur de données privées au monde, c'est Google. Il y a aussi Facebook d'un autre type. Comment tu fais? Et réellement, non, il ne sait pas faire. Et donc, qu'il y ait des géants considérables parmi les principales entreprises scientifiques et industrielles du monde, les plus fortes capitalisations boursières du monde, qui s'engagent dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment à des fins de transhumanisme. Chez Google, le responsable de l'innovation est Raymond Kurzweil. Et en 2002, Raymond Kurzweil était le créateur du mouvement transhumaniste américain. Et donc, l'investissement massif de Google dans le transhumanisme, il est connu, il est réellement avoué. Et par conséquent, une fois qu'on l'aura reconnu et dénoncé, je n'ai pas le moyen, je suis désolé, j'aimerais bien l'avoir, mais je n'ai pas le moyen de le faire cesser. Et donc on est dans un monde où la vie privée n'existera plus, où il y aura ces pouvoirs extraordinaires que confère la connaissance sur tant d'éléments de la vie privée des autres. Et pourtant, vous et moi, voyez-vous, Denis, on voudra dans ce monde-là continuer à être heureux. Et donc, de quelles armes allons-nous disposer? Si pour être heureux, la seule arme possible est d'abattre Google, on sera malheureux. Et donc il faut malgré tout, dans ce monde qui est en train de se créer, auquel on ne peut pas grand-chose, considérablement, il faut arriver à trouver les moyens de préserver le créneau d'une humanité qui aura à vivre dans un contexte totalement chamboulé, totalement différent. Et ces armes, ces moyens, vous avez une idée de ce qu'ils peuvent être? Alors, ces armes, c'est d'abord la non-abdication. Le principal danger, voyez-vous, c'est que nous sommes évidemment impressionnés lorsque nous voyons déjà le pouvoir de cette intelligence artificielle totalement balbutiante. Elle a 10 ans, je vous l'ai dit, et elle progresse à une vitesse fantastique. Que nous voyons que le numérique quantique arrive avec sa capacité totalement étonnante et décoiffante. Lorsque tout ça va à une vitesse, alors même que notre intelligence remarquable, elle, ne progresse pas. Et donc, le principal danger, et on en voit quelques signes des fois avec nos ados, le principal danger, c'est que, totalement subjugués, impressionnés, intimidés par le développement de l'intelligence de ces machines,
nous leur déléguions progressivement tout le soin de penser. L'humanité sans la pensée n'est plus en danger. Elle a déjà disparu en grande partie. Nous avons un élément important et un stimulant important pour ne pas leur déléguer cela. C'est que, quelles que soient puissantes les machines, je vous l'ai dit, nous tenons encore, vous et moi, à être heureux. Nous tenons à être heureux. Et être heureux sans se servir de la pensée, ça n'est pas véritablement un bonheur humain. Et donc, si on veut être heureux, il faut également penser. Et on a une arme. C'est que, certes, la machine intelligente est déjà assez impressionnante, mais elle va être fabuleusement impressionnante. Il ne faut pas se faire d'illusions. Elle va être fabuleusement impressionnante. Mais elle a par rapport à nous une différence considérable qui explique qu'elle reste artificielle alors que nous sommes dotés d'une intelligence humaine. C'est qu'elle n'a pas de corps, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas cette irrigation permanente, ce flux des émotions, des références, ce langage du corps aux pensées et qui influence les pensées, qui fait à la fois la particularité de l'intelligence humaine et un des éléments fondamentaux du bonheur humain. Est-ce que vous imaginez, certes vous êtes un intellectuel, nous étions tout à l'heure, et un artiste, nous étions tout à l'heure chez un artiste de haut vol, et nous étions ébahis et extrêmement émerveillés par ces lithographies, par ces peintures un peu impressionnantes, un peu désespérées, de ces forêts brûlées. Il y avait de l'émotion dans ce que nous ressentions. Mais en dehors de cette émotion un peu froide, eh ben, vous et moi, j'imagine, nous pensons à des gens que nous connaissons bien, qui nous tiennent à cœur et au corps. Le contact avec leur corps crée des émois, des références chez nous. Et le bonheur humain, c'est réellement tout cela. C'est-à-dire, c'est la passion et la raison totalement indissociables. Et par conséquent, dans ce monde où les robots intelligents vont continuer de se développer dépourvus de corps, à part les informations qu'on leur donne sur notre propre corps, il y a un domaine qui est fondamental, qui est celui du bonheur, qui est celui de l'émotion et de la raison, de l'intelligence humaine, et par conséquent de toute la dimension où, à côté du dialogue que nous avons avec les machines, eh bien je vais vous le dire, Denis, j'ai plaisir à avoir un dialogue avec vous aussi, et avec beaucoup de ces dames qui sont là. Merci. Avant de vous laisser nous parler un petit peu, de dire jusqu'où nous pouvons aller au monde de la vie, j'ai un dernier point que je voulais aborder avec vous. C'est un sujet qui est phare, qui est bien sûr lui aussi un axe cardinal, en fait, un mot cardinal de cette journée, et puis de rapide. C'est vrai que j'aurais pu le cardinal, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'à lui, on peut faire que l'idée chargée. Et vous vous rappelez que j'ai discuté avec Monseigneur Barbarin. Hein. Et on cherche, on recrute actuellement. Voilà. Donc un mot essentiel, c'est le mot performance. Notre conception, notre approche de la performance sont bien sûr indissociables de la manière dont nous cheminons sur un plan éthique. Or, dès l'école, puis au travail, mais aussi dans notre quotidien, la performance est bien souvent dictature. Alors j'ai deux questions. Comment d'abord composer avec elle dans notre exigence éthique? Et puis si je fais référence à l'invitation que votre père vous a écrite au moment où il décidait de son suicide. Cette invitation, je le cite, à être raisonnable et humain. Est-il possible d'avoir une relation raisonnable et humaine à la performance? La performance est un magnifique et difficile sujet que je vais traiter à deux niveaux. Tout d'abord, je vais rappeler une différence que j'avais avec mon très grand ami Albert Jacquard. J'ai revu les photos de lui et de moi en rangeant des papiers il y a peu et j'en ai été ému. Dans sa grandeur d'âme magnifique, Albert Jacquard vouait aux gémonies l'effort de l'enseignement, de promouvoir la compétition. La performance, oui, mais la compétition des performances. Être plus performant qu'eux. Il proposait de remplacer systématiquement tout cela par la coopération. La coopération avec ce désir de s'intéresser, principe de réciprocité, aux conditions d'épanouissement de l'autre.
indissociable de nos conditions d'épanouissement de nous-mêmes. Alors j'ai été très impressionné et lui dit, écoute Albert, c'est drôlement bien ce que tu dis, je suis drôlement d'accord. Cela étant dit, ça m'est un peu difficile de te suivre immédiatement. Je vais te dire pourquoi. C'est que moi je suis président d'université, et donc j'ai eu beaucoup de fonctions, et c'est ça qui m'assure une certaine influence, et qui me permet de dire des choses qui sont peut-être plus entendues qu'elles ne le seraient sans cela. Toi aussi, tu es polytechnicien, tu as passé des concours, tu es un homme extrêmement connu, on le dit bien dans ton domaine de génétique des populations d'abord, et puis maintenant de la pensée. Nous avons passé notre vie dans la compétition dont nous avons triomphé. Et grâce à cela, nous sommes en état, y compris d'ailleurs, de développer un discours contre la compétition en elle-même. Moi, dans mon université, je sais le monde dans lequel les jeunes que mes professeurs contribuent à former vont s'engager. Ce monde, il n'est pas exactement celui dont tu aimerais qu'il fût, où la compétition des performances a laissé la place à la coopération, à la simple coopération. C'est un monde qui est dur, qui est impitoyable. Et je veux que, surtout s'ils veulent lutter contre ce monde dur et impitoyable, ils en aient les moyens. Eh bien, que veux-tu que je te dise, malgré la sympathie que j'ai pour tes théories, ton discours, je vais les amener à être compétitifs. Et en connaissance de cause. Voilà. Et donc, c'est vraiment un cas de conscience considérable. Mais en conscience, dans les fonctions que j'ai occupées, c'est effectivement la position qui a été la mienne. Maintenant, la performance individuelle. Je reviens à la réciprocité. Le bien et le mal n'existent pour moi qu'en fonction de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un type bien? Une femme bien, c'est une femme, c'est un type qui est considéré comme bien par les autres. Et dans quelles conditions est-on considéré comme bien par les autres? On est considéré comme bien par les autres parce qu'aux autres, on leur a apporté de l'affection, de l'amour, du soin, de l'enseignement, de la beauté, de la technique. Mais pour apporter aux autres, il faut en avoir sous la pédale. Il faut soi-même avoir à donner. Celui qui n'a rien ne donne rien. Et donc, être exigeant avec soi-même, ne serait-ce que pour avoir la capacité de donner richement aux autres, ça a une vraie valeur éthique. Il n'y a absolument aucune valeur éthique dans la fainéantise. Merci Axel. Maintenant, jusqu'où peut-on aller au nom de la vie? Vous avez une vingtaine de minutes. Merci. Il y a maintes manières de traiter cela. Tout d'abord, je vais rappeler, c'est essentiel, quelle est la finalité du soin pour les médecins et pour tous les paramédicaux. La finalité du soin n'est pas en soi la vie, si ce n'est parce que la vie peut gagner à être vécue par les personnes qui la vivent. En d'autres termes, lorsque le combat des médecins se trouve confronté à ce qu'une personne, certes vivante, soit incapable de retrouver un état psychique, mental, lui permettant de s'engager dans une vie relationnelle et de pouvoir se féliciter de vivre à travers cela, alors la poursuite des soins pour conserver la vie est devenue sans objet. Et l'on parle d'acharnement thérapeutique. On parle de soins qui sont devenus déraisonnables. La question n'est pas la vie dans le soin jusqu'où, c'est la vie humaine jusqu'où. Jusqu'à ce qu'elle cesse d'être humaine. Alors, évidemment, la difficulté est toujours aux interfaces. Mais cette question se pose comme une vraie tension éthique
à tous les niveaux. Je vais vous en donner un autre exemple, qui est sans doute, de toutes les questions auxquelles on est confronté dans le domaine éthique, le plus effroyable de tous. Parmi les progrès de la médecine, il y a les progrès de la réanimation et notamment de la réanimation néonatale. Il y a encore 25 ans de cela, 30 ans de cela, un bébé qui pesait moins de 1,5 kg était très menacé. Voire même, on ne lui donnait aucun soin. On savait qu'il ne survivrait pas. Aujourd'hui, les progrès ont été tels qu'un bébé qui pèse plus de 1 kg à la naissance, en pratique, il ne pose pas de problème. Il vivra et il n'aura pas de séquelles. Et donc, quand on est face à des bébés qui sont des grands prématurés, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel niveau va-t-on entreprendre une réanimation? Et ça, c'est absolument terrible. C'est une question épouvantable. Parce que, dans l'incertitude où l'on est, la première tendance n'est pas celle de baisser les bras. Il faut donner toutes ses chances à la vie. Et donc aujourd'hui, un bébé qui pèse 400 grammes à la naissance, qui naît à 24 semaines après l'arrêt des règles, après les dernières règles, un bébé a encore des chances importantes d'être un enfant normal. Il se trouve qu'après avoir longuement étudié cela en tant que membre du comité consultatif national d'éthique, je l'ai vécu en tant que grand-père. 2 de mes petits-enfants ont été des très grands prématurés qui, pendant 4 mois, ont été entre la vie et la mort, faisant toutes les complications que font les très très grands prématurés. Et puis aujourd'hui, ils ont 13 ans et demi. Il y en a un qui est premier et le deuxième second de sa classe. En 5e. Voilà. Et donc, qu'on se soit battu de toutes ses forces, c'est absolument extraordinaire. Mais, 2 questions se posent. Premièrement, bon, on a fixé 400 grammes. Récemment, on a appris qu'une équipe avait réussi à réanimer et à amener à le poids d'un bébé normal une crevette de 280 grammes. 280 grammes. Ici, dans ce cas-là, les chances de parvenir à une vie humaine, mentale, proche de la normale, deviennent très faibles, inférieures à 10 à 20%. Certes, il faut donner toutes ses chances à la vie, mais jusqu'à quel niveau? La folle audace, jusqu'à quel niveau? Lorsque la réanimation échoue, ça n'est pas trop grave, on est dans la situation que j'ai dite tout à l'heure. La vie, jusqu'où? Tant qu'elle est compatible avec une vie relationnelle, on puisse se féliciter la personne réellement qui la vit. Et lorsque la réanimation est sans espoir, on arrête les frais et on évite tout acharnement thérapeutique, toute obstination déraisonnable. Mais il existe un cas qui n'est pas rare. La réanimation a été une réussite d'une certaine manière. L'enfant maintenant respire spontanément, sans machine, il tète, on a pu enlever les sondes, mais les examens que l'on a fait, la transillumination, etc., montrent qu'il a dans le cerveau d'énormes cavités liées à une disparition de la substance blanche dans des endroits, et on sait qu'il n'aura accès à aucune vie mentale, qu'il restera dans une vie purement végétative. Mais il est aussi autonome que l'est un bébé nouveau-né habituel. Jusqu'où cette vie? Et quoi que l'on décide, qui le décide? Qui le décide? Est-ce que les parents, ils sont les plus légitimes à le faire? Mais peut-on demander à des parents de porter un arrêt de mort de leur enfant?
livrer ce combat extraordinaire? N'est-ce pas d'une incroyable, une infinie violence? Non, on ne le peut pas. Alors, est-ce le professionnel? Après tout, il a pris ses risques, et puis voilà, on aboutit à cela, il faut qu'il prenne ses responsabilités, et on parle d'arrêt de vie. C'est de l'euthanasie, naturellement. Mais on parle d'arrêt de vie. Oui, mais est-ce que cette possibilité ne va pas faciliter les plus folles audaces? Si la mauvaise qualité de la copie, après qu'on a essayé de la rédiger par la réanimation, autorise sans autre forme de procès à la déchirer, est-ce que l'on ne va pas être amené à faire n'importe quoi? La vie jusqu'où? La vie à quel prix? Cette question de la vie jusqu'où, c'est toujours la vie humaine, jusqu'où, à quel prix? Et elle se pose également dans les différents domaines de la recherche. Évidemment, dans le domaine de la recherche, chaque fois qu'il s'agit de développer des méthodes thérapeutiques, des médicaments pour venir en aide à des personnes atteintes de maladies infectieuses, cruelles, etc., des maladies génétiques, on dira oui, il faut naturellement le faire. Mais à un moment donné, on est beaucoup plus dans la difficulté. Je vais prendre un exemple qui marque bien quel est l'élément fondamental qui fait la différence entre un dessin, qui est un dessin que l'on peut tout à fait défendre d'un point de vue éthique, et un dessin que, pour ma part, je vais plutôt contester d'un point de vue éthique. Sur ce théâtre d'opération à Mossoul, quand il y avait encore des combats, une jeep de soldats irakiens a sauté. 3 soldats irakiens ont été tués. Le 4e a eu les 4 membres déchiquetés. Il a eu un traumatisme thoracique, cardiaque. On est obligé, la technologie a évolué, les Américains s'en occupent, on est obligé de le mettre sous cœur-poumon artificiel, et il est là, les yeux ont été brûlés, aveugle, cul-de-jatte, sans membre, et sous respirateur et cœur-poumon artificiel. La technique ayant évolué, on le dote de 4 membres, mus par la volonté, par des interfaces entre le cerveau et les membres. On le dote de mécanismes photosensibles qui lui permettent de transformer les images en signaux électriques véhiculés au lobe occipital et donc de revoir. On lui met une prothèse cardiaque de bonne qualité et il pompe son sang avec énergie. Jusqu'où la vie, c'est un cyborg maintenant que nous avons. Mais c'est surtout un humain. C'est un humain qui peut espérer, s'engager, décider, aimer, haïr. Hein? On a eu raison. On a eu raison de faire cela. C'est un succès de la science. Pour quelle raison? Si on était capable de prolonger, malgré l'utilisation de l'artificialité, cette humanité, si on ne l'avait pas fait, cela aurait été évidemment un abandon, une non-assistance à personne en très, très grand danger. Mais l'on voit très bien que si, avec des mécanismes de même ordre, c'était la capacité, tous les dispositifs de la volonté, du libre arbitre, de la détermination, que l'on se mettait à remplacer par une autorité différente. On voit très bien qu'alors, ce qu'il y a de plus essentiel dans l'humanité de l'individu, le fait de penser, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de se convoquer au tribunal de la conscience, serait totalement assujetti. Et alors, bien entendu, c'est simplement la poursuite du dessein humain que l'on abandonnerait. Il n'existe dans la question jusqu'où la vie aucune réponse
qui repose simplement sur le niveau d'artificialité des méthodes que l'on va être amené à utiliser pour maintenir la vie. Toute la question est, est-ce que, quelles que soient ces méthodes, l'on est capable de promouvoir, de rétablir une vie humaine dont la personne puisse bénéficier? Si oui, et si malgré les méthodes les plus incroyables, la technique le permet, alors c'est un progrès avec un grand P. Merci. Merci Axel. Alors on a le temps là, de prendre quelques questions dans la salle si certaines ou certains veulent s'adresser à Axel. C'est la première question la plus dure. Ah. J'arrive pour vous donner le micro. Vous pouvez vous remanifester s'il vous plaît. Merci, bonsoir. En fait, une question concernant la notion de compétitivité. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez un différend avec les généticiens très connus, en fait, Albert Jacquard. Et vous dites en fait que de toute façon, apparemment, il n'y a pas d'évidence autre qu'aller dans le chemin de la compétitivité. Donc, deux choses en fait. L'éthique étant une manière de voir la morale comme une sorte de valeur à la carte, en fait, je considère que prendre une position, c'est prendre une position individuelle. Mais en soi, c'est discutable. Pourquoi? Parce que, certes, vous dites, pour pouvoir donner aux gens, il faut avoir. Donc déjà, première remarque, les choix que vous avez peut-être inconscients, c'est des choix de la société dans laquelle on vit. On juge les gens par rapport à l'avoir. Mais il y a quand même d'autres choix. Par exemple, il y a des personnes dont je fais partie qui vont juger plutôt l'être. Et cet être-là n'est pas forcément basé sur un système dans lequel avoir, y compris quand il s'agit de la connaissance, c'est de la compétition, c'est l'obtention par tous les moyens. Ça donne le résultat d'aujourd'hui. Une poignée de crétins, et je pèse mes mots, possèdent plus que la moitié de l'humanité. Et ils s'en foutent. Vous voyez, peser ses mots, à un moment donné, c'est choisir ses valeurs. Je considère que de toutes les manières, il y a d'autres possibilités de penser, d'autres valeurs qui vont aller au-delà de tout simplement se dire, est-ce que la compétition? Oui, la compétition, ça veut dire qu'on a des compétiteurs, et quand on fait de la compétition, et croyez-moi que je vous parle en connaissance de cause, j'étais moi-même aussi un compétiteur de niveau. Quand on est dans ce niveau-là, il y a toujours un qui gagne, et une grande partie des autres qui vont perdre. Donc voilà, on en est dans ce débat-là. Et si on transpose ça à la santé, genre tout à l'heure la disruption, et on ne parlait que des pognons, on ne parlait tout à l'heure, grande confusion de la professeure qui était là, qui dit on est dans des sociétés qui sont égalitaires, donc ça crée de l'inégalité. Mais il n'a même pas compris qu'est-ce que c'est que l'égalité. Donc on en est là aujourd'hui. C'est ça l'éthique. Franchement, je vous interroge là-dessus. Merci. Axel, le compétiteur que vous êtes, justement, comment réagit-il à cette intervention? Moi, je suis, je sais pas, oui, je suis un compétiteur sans doute, mais avec deux précisions. C'est que j'essaye, parce que j'ai choisi de m'engager dans cette voie-là, d'être un bon généticien, d'obtenir des résultats. Il se trouve dans mon domaine qu'un domaine appliqué dont il peut y avoir des effets bénéfiques pour les autres. Mais cette compétition que je mène avec des pairs chercheurs que j'ai menés, avec des pairs chercheurs dans le monde entier, n'est pas une compétition dans d'autres domaines où bien d'autres personnes m'ont dépassé et je reconnais leur supériorité. En d'autres termes, la compétition à laquelle j'ai cédé, et je vais répéter tout à l'heure pour quelle raison j'y ai cédé, n'est pas une compétition dans le niveau d'être. Même si je suis un grand généticien, mon niveau d'être n'est pas supérieur au niveau d'être d'un grand artiste.
n'est pas supérieur au niveau d'être d'un grand chanteur, d'un grand acteur, d'un grand écrivain. Simplement, chacun dans notre domaine, le désir de tirer de nous-mêmes le meilleur que nous puissions créer, en particulier pour pouvoir l'offrir, me semble avoir une vraie valeur éthique. Et ça, j'en suis profondément persuadé. Lorsque, même je suis ici, je discute de différents points, il y a des domaines sur lesquels j'attire votre attention. Eh bien, si éventuellement mon discours est une matière à penser qui vous est utile, c'est uniquement parce qu'il a été acquis, il a été intériorisé après un effort personnel considérable. C'est l'expérience d'une vie, c'est une performance individuelle qui fait qu'il s'agit là désormais d'une richesse à partager. Je fais mienne, souvent je la cite parce que je l'aime beaucoup, ce proverbe gitan, tout ce que l'on a qui n'est pas donné ou partagé est perdu. C'est vrai de la connaissance. Mais si on n'a pas de connaissance, on ne peut pas partager de la connaissance. Et donc, voilà, ça c'est une justification de l'effort individuel, non pas un effort individuel dans le niveau d'être, mais simplement dans la capacité de donner. Premier niveau. Le deuxième niveau, alors ça c'est ma responsabilité d'enseignant, de chef d'établissement, d'un grand établissement d'enseignement supérieur, c'est que je suis amené, et ça c'est un problème absolument fondamental, je vous l'ai dit dans le livre que nous avons écrit, notre dialogue, je vous ai dit d'entrée de jeu, il y a deux types de réflexion éthique. Une qui est beaucoup plus habituelle que les autres. Des gens qui sont merveilleux. Ils sont bons, ils sont généreux. Lorsqu'ils parlent, l'assistance se lève, enthousiaste, des larmes aux yeux. Ils sont applaudis. Albert Jacquard était comme ça, vraiment un homme profondément bon. On ne peut leur faire aucune critique, sauf éventuellement une légère comme ça. C'est que leurs principes éthiques ne trouvent à s'appliquer que dans un monde idéal qui n'existe pas. Et donc, on peut craindre que ces principes éthiques, dans ce monde qui n'est pas celui qu'ils souhaiteraient, soient assez profondément inopérants. C'est vrai que depuis très longtemps, je me suis dit que des principes éthiques qui ne valent que dans un monde idéal, très loin du monde dans lequel nous aurons à nous engager, sont insignifiants. Et donc, j'accepte parfois l'impopularité. J'accepte parfois de prendre le contre-pied d'une personne qui est évidemment bonne, évidemment généreuse, qui dit évidemment le meilleur, le bien, très bien. Nous parlons du soldat. Voilà, c'est rien n'est aussi épouvantable que de tuer son prochain. Je veux un monde sans militaire. Et vraiment, parler de l'éthique du militaire est une hérésie. Parler de l'éthique d'un crime, une hérésie absolue. Ben, c'est très bien, sauf que, quelles qu'en soient les causes, on sait très bien qu'après le 7 janvier 2015, après le 13 novembre, c'était le 13 novembre 2015, on sait très bien que parfois, il faut également faire face de la moins mauvaise manière possible à un monde profondément hostile, profondément difficile. Le monde dans lequel on doit faire notre chemin, que voulez-vous que je vous dise, c'est celui-là. Je dis que dans de très nombreux cas, face à des problèmes conflictuels de revendication, ce qu'il y a de plus évidemment éthique est la meilleure solution, la non-violence. Mais que voulez-vous que je vous dise, dans la réalité, il est des cas où la non-violence n'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Et donc, toute ma pensée est habitée par cette tension-là. Quelle est la voie bonne dans le monde qui, lui, ne l'est pas? Quelle est la voie bonne dans le monde qui, lui, ne l'est pas bon? Bonsoir, vous nous avez parlé finalement du pouvoir de l'humanité
sur celui de la machine. Aujourd'hui, quand on voit à quelle vitesse évoluent les technologies, quand on voit les moyens colossaux qui sont investis, notamment par les GAFA, qu'ils soient américains, chinois ou autres, comment peut-on penser, comment peut-on espérer, comment peut-on croire, enfin même espérer, en tout cas moi j'espère, que la machine finalement ne supplantera jamais cette humanité dont vous nous avez parlé? Moi je partage tout à fait votre scepticisme. C'était à la base de tout mon propos. Face à cette apparition de machines très impressionnantes qui peuvent être merveilleuses dans le domaine de la médecine, l'apport de l'intelligence artificielle est considérable, dans de très nombreux domaines. Mais nous savons aussi que, on va dire, presque le plus bénin, avec les objectifs de transhumanisme de Ray Kurzweil et de Google, mais de manière beaucoup plus perturbante, la mobilisation de la totalité de l'appareil et de l'appareillage et de la très haute technicité chinoise d'intelligence artificielle pour réellement créer un système de surveillance individuelle presque concentrationnelle, qui dépasse de loin ce que Orwell a imaginé dans 1984. Donc j'en ai très profondément conscience, Alors une fois qu'on a dit ça, certes, il est extrêmement important de le dénoncer. Il faut réellement le dénoncer. Et puis tout ce que l'on peut faire pour faire en sorte que le citoyen chinois lui-même prenne un peu en main la maîtrise de ces outils qu'on leur oppose et qui sont les outils de suggestion est bon. Il n'empêche que le monde dans lequel on va s'engager est un monde où ces outils vont exister et où des tendances existeront pour les utiliser à notre détriment. Et puis il y aura nous. Et nous devons continuer à vivre. Nous devons continuer, au-delà, si vous voulez, de la déploration du caractère effroyable de cette évolution, nous devons continuer à penser le monde de l'homme et des femmes, le monde de l'autre, le monde de notre communauté, le monde du bonheur. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai rien masqué de la puissance et du caractère menaçant, mais j'ai indiqué que, et c'est pour ça que lorsqu'il m'a demandé est-ce que ce combat éthique-là est perdu, je dis oui. Si vous me demandez comment faire en sorte que tous les GAFAM et les Chinois n'aient une utilisation de l'intelligence artificielle qu'éthique, comme je l'entends moi, ça c'est perdu. En revanche, parce qu'ils n'auront pas qu'une utilisation éthique de ces moyens tout à fait fabuleux, alors le combat éthique de chacun d'entre nous pour continuer d'être des humains dans une société humaine, il est plus indispensable qu'il n'a jamais été. Et c'est dans l'échec de l'espérance millénariste éthique, on va mobiliser toutes les techniques au profit de l'humanité. Non, on ne va pas mobiliser toutes les techniques uniquement au profit de l'humanité. Et pour cette raison-là, l'engagement pour préserver ce qui nous tient le plus à cœur, nous, vraiment les autres, c'est un combat de tous les instants qui n'aura pas de fin. Voilà mon discours. Merci. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Face à l'intelligence artificielle, au progrès de la science, vous avez, ou bien j'ai mal compris, mais vous avez dit que c'est très difficile de lutter contre. Donc, le progrès va continuer. Et si j'ai bien compris aussi, le seul moyen de défense contre l'excès, c'est de se référer à l'éthique. Mais nous savons très bien que l'éthique est relative. Il n'y a pas une éthique universelle. Et en tant que juriste, j'ai envie de vous dire, et la loi dans tout ça, parce que je ne vous ai pas entendu parler une seule fois de la loi comme un moyen de pouvoir éventuellement corriger les excès. Est-ce que vous pensez que l'éthique à elle seule serait suffisante, ou bien est-ce que la loi
a un rôle primordial à côté de l'éthique, ou bien même un rôle prioritaire. Il y a des chapitres entiers du livre « L'éthique dans tous ses états » qui est consacré aux relations entre la loi et l'éthique. Alors je ne vais pas le développer longuement, je vous invite à vous y référer, effectivement, parce que ça vous intéressera. Le fond de la pensée. Tout d'abord, on va prendre l'exemple des lois de bioéthique, puisque nous sommes dans la procédure de révision des lois de bioéthique. Je suis impliqué depuis l'origine dans l'édification des lois de bioéthique françaises. En 88, j'ai fait partie du trio qui a mené les premières auditions avant la première loi de bioéthique. J'ai été commissaire du gouvernement et participé à tous les débats parlementaires lors de l'adoption de la loi de bioéthique. J'ai été 10 ans membre du comité scientifique et technique, le comité parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et j'ai participé donc, la dernière aussi, à toutes les procédures des révisions. Il s'agit de lois, tout simplement parce que lorsque l'éthique indique qu'un pouvoir peut être utilisé au détriment des valeurs qui fondent notre société, et lorsque néanmoins cette utilisation est possible et rentable, si on ne veut pas qu'elle soit menée, eh ben, la seule possibilité, c'est la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours fait partie de ceux qui ont expliqué quel était le chemin indispensable de l'éthique, qui est une tension, une réflexion, à une norme législative qui est la loi. En d'autres termes, ceux qui sont opposés à la loi dans le domaine bioéthique, la loi dit pas le bien et le mal, elle dit compte tenu de la manière dont les citoyens, la démocratie, considèrent ce qui est bien et ce qui est mal, alors tel pouvoir, telle méthode nous semble contraire à ces valeurs et donc la loi l'interdit. Et tout ce qui n'est pas interdit mais faisable et rentable sera sinon fait, c'est clair. Ça n'est pas déjà parce que c'est interdit que ça ne sera pas fait, mais en tout cas, tout ce qui est faisable et rentable sera fait. Donc évidemment la loi. Par ailleurs, la loi ne peut jamais être réductible à l'éthique. Ça va de soi. Il y a de nombreuses lois dont l'objet est différent de celui de l'éthique. Mais profondément, une loi qui aboutit à des préconisations, aboutit à une norme, qui d'après les règles morales, les règles éthiques, est considérée comme profondément mauvaise, profondément dégradante, alors, toute loi qu'elle soit, elle est illégitime. Une loi est irréductible à l'éthique, mais une loi profondément immorale et inéthique est profondément également et à terme illégitime. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on dit sous une autre forme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. En réalité, si vous remplacez l'injonction éthique par la référence aux droits de l'homme. Donc non, je n'oublie pas du tout la loi, pas du tout. Et vous verrez, à propos de la loi, j'explique un paradoxe qui est considérable, qui est extrêmement difficile. Dans une démocratie où il n'y a pas un grand prêtre, une religion publique, personne n'est supérieur aux citoyens, par les jeux démocratiques que la démocratie s'est donnée, pour indiquer ce qu'il est bien et mal de faire. Et donc, c'est le citoyen qui en discute et qui éventuellement, dans une norme juridique, arrive à en décider, instruit par la morale protestante, la morale catholique, la morale juive, la morale laïque, la morale athée, la morale franc-maçonne, tout ce que vous voulez, mais ça sont des morales particulières. Et donc, à un moment donné, on aboutit à ce domaine. Si rien n'est supérieur à la démocratie, on sait très bien que la démocratie peut être immorale. Les exemples en sont nombreux. Évidemment, on se rappelle le succès électoral du chancelier Hitler, l'élection au premier tour du fils en Algérie, etc., etc. Et donc, comment concilier le fait que dans une société plurielle, où il n'y a pas de grand prêtre d'une loi civique publique, personne n'est supérieur
aux citoyens pour déterminer ce qu'il convient de faire, et l'évidence que chacun d'entre nous connaît, que parfois, cette décision démocratique est profondément mauvaise et inéthique. Voilà, alors je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un des thèmes que je traite dans ce livre. Merci, cher Axel, merci à vous tous. Et